Beurre FM, les informés. On va être très très clair, on a encore des gens qui souhaitent une guerre civile. Est-ce que la déchéance de nationalité, ça combat le terrorisme? Non, on passe à un autre sujet. Attends, laisse-moi terminer. Attends, une seconde. C'est incroyable. Tu vois trépigner comme un cheval dans son box. C'est celui qui disait, tu me mets des blancs là, il faut des blancs grosses là. Il y a un moment donné, il s'est fait taper sur les doigts. Il rentre dans la niche. Non, il a essayé. Ouais, nous, il a essayé. Oh, mais là, je pense qu'il est surtout hyper cornaqué. Les informés, 18h, 19h30, Abdelkrim Brani. Bonsoir, merci d'écouter Les Informés. La parole est à vous jusqu'à 18h30. On va évoquer avec vous ce soir ces menaces assez effrayantes à l'encontre des musulmans, dont les Algériens, menaces proférées via une vidéo réalisée par un individu qui se réclame de l'OAS et qui affirme être en train de préparer des attentats pour, dit-il, venger les attentats de Nice, du Bataclan. 01 53 48 3000, vos appels sur ce sujet sont les bienvenus. Pour en parler, j'accueille ce soir Chafia Montalechta, bonsoir. Bonsoir. Député des Algériens de l'étranger, notamment les Algériens de France pour la zone 1. On va évoquer dans un instant la plainte que vous avez déposée avec le CFCM et l'espace franco-algérien, c'est ça? Absolument, oui. Alors évidemment, à travers cette vidéo, c'est la question même des menaces contre les musulmans qui se posent de manière générale. On le répète souvent, mais on craint depuis plusieurs années un attentat de type représailles, comme le décrit cet individu dans cette vidéo. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de ce document. Il y en a marre de ces bougnoules et de leur islam de merde. Il faut que les Français prennent les armes. Nous allons les prendre. Je vous en fais le serment. Au nom de notre mouvement, l'OAS, mouvement qui a été recréé au moment des attentats, mais qui sera mis en opération très prochainement. Vous allez entendre de nous parler dans les faits divers, bien entendu, puisque ça va péter. On va pas les galer avec des pétards à mèche, je vous le dis. Il y en a marre. Les seuls qui ont vraiment compris dans le monde avec ces gens-là, ce sont les Israéliens et qui font pas de cadeaux quand ils leur tombent dessus. Et face à ces Palestiniens de merde, ces enculés d'islamistes, ils ont bien raison de les massacrer et d'en faire de la boue. Voilà, pardon pour ces propos proférés par cet individu. Vous avez peut-être vu cette vidéo parce qu'elle a beaucoup circulé, c'est ça le problème et la question, et c'est pourquoi tu vas nous expliquer ça dans un instant, Chafia, que vous avez déposé plainte, notamment pour que le procureur de la République de Nîmes poursuive pénalement cet individu. Ça a beaucoup circulé sur Twitter, sur Facebook, etc. Et évidemment, ça a choqué. Alors en revanche, je suis allé voir tout à l'heure sur YouTube, en tout cas la vidéo a été supprimée. Voilà, ça a été fait. En tout cas depuis quelques jours, mais je le disais, en attendant, ça a beaucoup circulé, Chafia. Oui, elle a beaucoup circulé. Je pense qu'elle a été supprimée parce que, avant de déposer plainte, nous avons interpellé officiellement le ministère de l'Intérieur ici pour signaler donc l'existence de cette vidéo et demander l'identification immédiate de ce personnage. Donc j'imagine qu'effectivement ils l'ont supprimée depuis. Mais enfin, ceci dit, comme beaucoup de gens l'ont gardé, l'ont téléchargé et l'ont gardé sur leur PC, à la preuve, on a pu trouver des extraits. Elle continue de fait à circuler. Alors, vous avez déposé une plainte avec, je le disais, le CFCM et l'espace franco-algérien. Et l'espace franco-algérien, oui, parce que le ministère de l'Intérieur ne nous a pas répondu très vite, donc on est assez impatient quand on veut nous fumer, entre guillemets, puisque c'est un peu ce que raconte ce personnage. Et puis on s'est dit très vite que on a suivi ce qui s'est passé à Grasse avec le jeune déséquilibré, et on n'aurait pas fragile. Donc ce monsieur qui peut être fragile et qui annonce sa fragilité officiellement à travers une vidéo qui circule sur le net, nous ne voudrions pas que cette fragilité aille jusqu'à l'explosion d'une mosquée ou d'un attentat dans un café où il y aurait plus les membres de notre communauté. Donc on a voulu vraiment frapper un coup fort parce que ça suffit. Vous savez, dans le cadre de la radicalisation, l'État français a beaucoup appelé les familles des jeunes, quand ils soupçonnaient une radicalisation de leur enfant, d'appeler la police et en tous les cas de signaler la radicalisation de leurs enfants. On aimerait que pour les familles de fachos, ça soit possible aussi et que les fachos puissent dénoncer aussi leurs gamins. C'est important ce que tu dis, Chafia, parce que moi c'est vrai que lorsque cette vidéo est sortie, il y en avait certains, on peut le comprendre, qui se disent bon, c'est un hurluberlu, c'est un taré, c'est un malade et tout, sauf qu'il profère de vraies menaces. On ne sait pas de quoi il est capable, quoi. En tous les cas, c'est un taré. Je ne sais pas moi s'il est taré ou pas. Pour l'instant, il n'a pas encore été identifié. En tous les cas, moi, j'ai pas connaissance de son identification. Ceci dit, il a des propos très clairs. Je veux dire, quand on est un fou furieux, c'est difficile.
quand même d'avoir un discours cohérent. Et lui, dans son incohérence, il est très cohérent. En tous les cas, dans sa crise de folie, il est extrêmement cohérent. Il parle de l'OAS, qui n'est pas n'importe quoi. C'est l'organisation de l'armée secrète. C'est la valise ou le cercueil. C'est les attentats à Alger. C'est des meurtres à la chaîne. Et aussi ce qui s'est passé en France avec l'OAS. Donc l'OAS, c'est une culture. Ça ne tombe pas du ciel, il faut vraiment savoir d'où ça vient et où ça va. En plus, parallèlement, il parle aussi de Tsahal, il parle de la Palestine. Donc c'est pas, finalement, il est pas si fou que ça, ce monsieur. Il est très au fait de l'histoire entre l'Algérie et la France, et il est très au fait de l'actualité actuellement au Proche-Orient. Donc je crois que c'était légitime de notre part d'être soucieux et de vouloir protéger nos concitoyens. Tu as écrit au ministre de l'Intérieur. Oui, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Apparemment, il a pris plutôt son temps pour te répondre, c'est ça ? En tous les cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur a déclenché une enquête pour identifier la personne. Ça, c'est officiel. Nous avons déposé plainte auprès du procureur et la plainte a été également transmise au pôle terroriste du parquet de Paris, parce qu'on parle de terrorisme. Là, on ne parle pas d'un déséquilibré qui voudrait se venger je sais pas moi, d'un chagrin d'amour. On parle de quelqu'un qui dit qu'il rentre dans la clandestinité, qui pose dans cette vidéo en tenue de combat avec un treillis. En tenue militaire. Donc il est en tenue de combat. A priori, il semblerait qu'il y ait d'autres photos qui circulent de lui sur le net avec des grenades à la main. Donc ça pose problème. 01 53 48 3000, on a des appels au standard. Oui, Karim nous appelle de Drancy, c'est en Seine-Saint-Denis. Karim, bonsoir. Bonsoir, Abdelkrim. Je voulais intervenir. J'ai bien entendu ce qu'a dit Madame la députée. Elle a fait son travail, c'est très bien. Hein. Bon, malheureusement, en France, apparemment, dès qu'il s'agit des musulmans, les procédures sont longues. Hein. Elles ne sont pas. Moi, j'ai connu des situations où le procureur de la République s'auto-saisissait. C'est vrai. Il n'y avait pas besoin de lui écrire déjà. C'est vrai. Je suis sûr que si ça avait concerné une autre communauté il y a longtemps, que ce pauvre type serait derrière les barreaux et aurait été identifié. Mais moi, ce qui m'étonne le plus dans tout ça, ça m'étonne qu'à moitié, je voudrais soulever le point, c'est le silence des autorités algériennes. Donc, je sais très bien, moi, que les autorités algériennes, malheureusement, ne peuvent pas parler, parce que si elles parlent, aussitôt, le fils va leur tomber dessus pour leur demander de justifier leur appartement en France, etc., et qui préfèrent donc se taire. Mais je trouve que c'est une honte d'avoir un gouvernement algérien qui, lorsqu'on menace ses ressortissants à l'étranger, soit fait la sourde oreille, soit n'ose pas intervenir. Alors je voudrais savoir ce que pense Madame Safia Montalesta contre ça, parce que moi, écoutez, je vais souvent en Algérie et on n'arrête pas de nous passer des gens qui soi-disant auraient levé le fusil contre la France, alors que je constate qu'ils sont même pas capables de lever le ton. Alors moi, ça me pose d'énormes questions. Je comprends pas ce silence et je trouve même que ce silence est complice et que de toute façon, tant que ça ne les concerne pas directement, c'est une honte que l'ambassadeur algérien ne soit pas intervenu. C'est une honte que le ministre... Moi, écoutez, je tire mon chapeau à la communauté chinoise. Les policiers, on verra à la suite, ont tué un Chinois. Les autorités chinoises sont intervenues pour demander à la France une enquête. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, cette question légitime. Karim, merci beaucoup pour cette question. Alors, que disent les autorités algériennes, Safia ? Non. Effectivement, les autorités algériennes ont un problème en matière de communication. Mais je peux vous assurer que les autorités algériennes ont saisi officiellement les autorités françaises. Mais vous savez que l'État algérien ne communique pas. Donc il n'avait pas besoin il n'a pas en tous les cas jugé utile de communiquer à sa population. Et c'est un tort d'ailleurs, puisque finalement, regardez, les ressortissants pensent que les autorités algériennes ne s'intéressent pas à eux. Non, les autorités algériennes ont saisi officiellement les autorités françaises via donc les ministres de l'Intérieur, et c'est aussi parce que les autorités algériennes ont saisi les autorités françaises que les autorités françaises sont en train aussi de faire un peu plus vite que la normale. Alors, on parle des autorités algériennes parce que cet individu, il menace plus précisément, en effet, les Algériens. Il les cite dans l'OAS, voilà. C'est lié à la guerre d'Algérie. 18h10 avant la pause, on va écouter Tariq qui nous appelle de Montrouge. Tariq, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En fait, moi, je me permettais de vous appeler pour revenir un petit peu à votre sujet.
Et j'ai vu que, en fait, vous avez des infos, mais les infos ne sont pas complètes. Alors on vous écoute. Complétez-nous. Alors la personne elle a bien été retrouvée par la police. Et cette personne se retrouve elle est à l'hôpital psychiatrique. Alors on a vu circuler un poste, mais bon, je pense qu'il faut vérifier ça. C'est vraiment officiel, ça. C'est un truc qui est officiel. Je vous explique parce que. Alors officiel d'après qui, Tariq? Parce que c'est important. Moi, c'est vrai que cette information, j'ai vu un poste circuler et on m'a sollicité cet après-midi là-dessus, mais c'est important si on donne une information, qu'elle soit vraiment vérifiée. Voilà. Alors oui, ça va être vérifié, mais en fait, je vous explique un petit peu grosso modo. D'après qui? Donc moi, je suis VTC et dans le VTC, en fait, on a un tout petit groupe qui défend les intérêts des VTC. Et cette vidéo, quand elle est sortie sur YouTube, elle a circulé dans des groupes VTC et qui fait qu'on l'a vu par la suite. Donc en faisant un petit peu de recherche sur la personne, on voulait aller lui rendre une petite visite, si vous voulez. Alors ça faut laisser faire la justice. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les détails. Peut-être vous vouliez juste dialoguer, lui poser des questions, mais bon, le reste faut laisser faire la police. Savoir pourquoi il en voulait à certaines personnes, certaines d'origine, etc. Et du coup, on avait eu l'information qu'il était dans l'hôpital dans le 13e arrondissement en fait pour être plus clair. Et du coup, on est parti sur place. Effectivement, à l'hôpital, en fait, au niveau de la chambre d'hôpital, on s'est retrouvé, il y avait 4 policiers en fait qui gardaient cette chambre-là. Et ce qui fait que on a discuté avec l'un des policiers pour savoir si on pouvait justement lui rendre visite. Et puis par la suite, ils ont envoyé 2 cars de CRS qui nous ont expulsés de l'hôpital. Non. Alors, comment ça s'est terminé cette histoire, Tariq, là? En fait, on a été expulsés par les CRS parce que l'hôpital, en fait, il est juste à côté du... Bah oui, on peut pas rendre visite à n'importe qui comme ça dans un hôpital. En fait, non, mais attendez, je vous explique. L'hôpital, il est juste à côté de la gare d'Austerlitz et du coup, c'est le boulevard de l'hôpital dans le 13e, je sais pas si vous voyez. Je vois exactement où c'est. Il y a plein de cars de CRS, donc ça a été rapide, en fait, l'intervention de leurs collègues, elle a été très rapide, et ils nous ont sortis de l'intérieur. Donc, mais on nous a bien confirmé que la personne, elle était dedans, qui était alternée dedans, en fait. Bon, on voit que vous êtes très actif et que vous n'avez pas tardé à agir. Alors, je le répète, encore une fois, se renseigner, etc., faut laisser la police, faut laisser la justice faire son boulot. Ça, c'est très important. En tout cas, indépendamment de tout ça, de toute façon, que ce soit vrai ou pas, la plainte, elle est là. La plainte est là. Et d'ailleurs, moi, j'appelle l'ensemble des personnes qui se sentent concernées par ces menaces, d'être plutôt d'utiliser les moyens de la République pour contrer ces menaces, évidemment, plutôt que de tomber ensuite dans des travers où on ne va pas s'en sortir et où finalement ça va se retourner contre nous. Donc je crois que si véritablement ceux qui se sentent concernés par ces menaces veulent agir, ils ont une chose toute simple à faire, c'est se constituer partie civile, tout simplement. Se constituer partie civile auprès soit de notre avocat, soit de notre avocat, parce qu'il faut démontrer aujourd'hui que la communauté musulmane ou que la communauté algérienne en particulier, puisque moi je suis députée des Algériens, donc je parle plutôt de cette communauté en particulier, que nous sommes tout à fait intégrés à cette République et nous utilisons les moyens de la République pour pouvoir contrer les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de se mobiliser sérieusement quand on est attaqué aussi directement. Parce que je vois souvent, effectivement, via le net, des structures associatives, des cyber-militants extrêmement actifs derrière leur écran. Et finalement, on se rend compte que quand il s'agit de choses sérieuses, on n'a personne qui veut débourser 50 € ou 30 € ou 100 € pour aller se constituer partie civile et utiliser les outils de la République. Les informés, il y en a 2 qui sont arrivés. Aklim Elouli, bonsoir. Bonsoir. Maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Et Ahmed Beneklef, ça faisait longtemps, Ahmed, bonsoir. Ça fait plus d'1 an. Enseignant en économie, militant franco-tunisien. Youssef Boussouma du Pire va nous rejoindre d'ici quelques instants. 01 53 48 3000. Dans un instant, on écoutera Ahmed de Paris. On revient sur cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un individu qui affirme qu'il veut commettre des attentats contre les musulmans pour venger Nice, le Bataclan, etc. Voilà. Alors, information comme quoi il aurait été interné ou pas. J'ai vu ça circuler. À vérifier, évidemment. On le répète tout à l'heure. Bon, Tariq qui nous appelait de Montrouge. Il faut laisser faire la justice. Il faut laisser faire la police. Et qu'ils soient internés ou pas, en tout cas, la plainte, elle est là. Chafia vous a indiqué comment vous portez partie civile. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
01 53 48 3000. Jusqu'à 18h30, Beurre FM vous donne la parole. 18h30, prenez la parole en direct au 01 53 48 3000. La parole est à vous jusqu'à 18h30 sur Beurre FM 01 53 48 3000. On revient sur cette vidéo de menaces contre les musulmans, les Algériens. Shafia Montalefta, député et des Algériens de France, a évoqué cette plainte déposée par elle, le CFCM et l'espace franco-algérien. Youssef Boussouma nous a rejoint. Youssef, bonsoir. Bonsoir. Membre du PIR, on va vous écouter. Bon, on a écouté les auditeurs, on a parlé un petit peu de cette vidéo, de ces menaces. Akli, t'as entendu parler évidemment de cette affaire? Oui, j'en ai entendu parler puisqu'on est partie civile, on porte plainte au nom de l'espace, ce qui est porté d'ailleurs. C'est l'espace franco-algérien, ouais. Mais c'est PACA qui porte. PACA, avec Hassan voilà. Je le dis pour les gens qui prennent son orthographe, Hassan H-A-2-S-A-N et non pas Hassen. Et donc, oui, parce que c'est vrai que l'espace, ça repose pas sur un individu ou un autre. Donc, on connaît bien le sujet. Et l'idée, c'est parce qu'à Marseille, ils ont mis en place une cellule juridique. Comme l'avocate, elle est là-bas. C'est pour ça que j'ai demandé, oui, pourquoi PACA. Voilà, pourquoi PACA. Donc, il y a une cellule juridique parce que depuis 2010, on a décidé aujourd'hui, et c'est le cas de tous les franco-algériens d'ailleurs, qui vivent paisiblement dans ce pays, qui sont systématiquement lors des campagnes où chaque fois qu'il y a des problèmes dans ce pays, ils sont mis comme les boucs émissaires, et donc il faut arrêter d'être toujours maltraités, atteints dans leur dignité, et donc on a décidé que dorénavant on attaquerait régulièrement toutes les atteintes qui seraient faites aux franco-algériens. Et je veux dire, rendre hommage aussi à Mouloud Aounit ici, parce qu'il avait dit une formule qui était juste quand on avait créé l'espace. Il avait dit c'est pour que plus jamais un Algérien ne rase les murs en France. Et ça, cette formule, je pense qu'il faut qu'on l'adapte et il faut qu'on la défende. Alors après, quels que soient les partis où on est engagé, quelles que soient nos convictions, nos engagements, je pense qu'il y a un engagement sur lequel on se rassemble du PIR à je sais plus où, c'est sur la dignité humaine, c'est-à-dire que les gens qui doivent défendre effectivement la dignité. Après, on a des désaccords, on peut en avoir ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas, il faut aujourd'hui ne plus laisser bafouer la dignité des Algériens de France et des Franco-Algériens. C'est que ce soit ici ou là-bas, chaque fois qu'on sera insulté ou attaqué, eh bien, ils trouveront en face d'eux des gens qui vont se défendre. Ahmed. Oui, bon, j'apprends cette histoire. Hein. Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Oui, t'as pris un peu de recul, par rapport aux réseaux sociaux. Beaucoup de recul là-dessus, et j'ose espérer que les gens vont aussi prendre du recul, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a entendu une réaction qui paraît, c'est carrément une expédition punitive qu'on voulu organiser. C'est vrai qu'il faut répéter que c'est pas le Far West. Hein. Mais on peut pas faire ça. Il y a des instruments juridiques, il faut s'en saisir. Il faut aussi avoir un minimum confiance dans la justice en France pour pouvoir, je pense, résoudre cette histoire. Je comprends tout à fait que les Algériens soient touchés tout autant que les musulmans, mais la référence à l'OAS, qui est quand même quelque chose d'assez grave. Après, le méli-mélo de tout ce que raconte cette personne-là, il y a un côté provocateur, il parle de la Palestine, tout ce qui bien sûr à juste titre nous concerne, et c'est vrai que j'ose espérer que là il y aura médiatisation, mais que ça va se dégonfler très rapidement derrière, parce que donner la parole, et si vraiment chacun en France, dans je ne sais quel patelin, se dit tiens, je vais pouvoir faire chier et avoir une notoriété en faisant une vidéo et en insultant tout le monde, il y a ce risque-là qui est pas écarté. Hein. On va écouter les auditeurs. Ahmed de Paris, ensuite Mohamed de Saint-Etienne. Ahmed, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir vos invités. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. On vous écoute, Ahmed. Moi je voulais vous dire, monsieur, sincèrement, je le dis aux auditrices, aux auditeurs, faut pas s'inquiéter de ces propos tenus par des gens qui sont cons, manipulés, qui n'ont aucune structure, incapables d'agir. C'est simplement des propos. Et puis, vous regardez, monsieur, avec le temps, depuis pas mal d'années, il y a eu une parole libérée de certains politiques. Et donc ces gens-là écoutent certains politiques et parlent comme ça. Mais je peux vous le promettre qu'au grand jamais, vous savez, les services de renseignement, ils sont au courant de cette personne. Ils savent qui il est, il ne bougera jamais. C'est un tocard, un ringard. Il a simplement parlé, comme beaucoup de ringards parlent. Voilà, je vous le répète, c'est à cause de la liberté de parole de certains politiques que certains ça va plus loin que là. S'expriment de façon mauvaise. Alors là, c'est des menaces quand même d'attentats, c'est des menaces de commettre des attentats, c'est quand même un peu différent. Je sais pas ce que vous en pensez, que Ahmed nous dit faut pas faire attention, c'est des propos. Ouais, Youssef. Si dans le passé ça n'avait pas été suivi des faits,
Oui, mais dans le passé, ça a été suivi des faits. Dans les années 70, tout le monde se souvient. 73, l'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille, et puis par le groupe Charles Martel, et puis d'autres groupes aussi, Commando Delta aussi, alors c'était des groupes qui sonnaient bon le temps de l'OAS. Hein. C'était des noms de Delta, c'était un nom d'un des fameux commandos de l'OAS. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que le problème est, bon, ça a été dit précédemment, et c'est vrai, on est encore dans cette fracture algérienne de la France, hein, cette fracture coloniale algérienne. Ça, c'est un fait certain. Alors maintenant, il y a autre chose, c'est que ce type-là, qui parle comme cela, bon, il y a d'abord un problème, sa vidéo se diffuse de façon virale comme ça. C'est vrai qu'elle a mis du temps à être supprimée, je le disais tout à l'heure. Et oui, elle a eu le temps très bien circulé. Et oui, et quand on connaît l'efficacité de la police française, quand même, c'est indéniable, c'est une police qui est efficace. Eh bien, on est toujours un petit peu étonné par le temps qui est mis. Imaginez un petit peu l'inverse, imaginez un musulman simplement qui proférerait, ou un Algérien qui proférerait de telles menaces. Bon, et bien sûr, jamais, on voit pas pourquoi, mais imaginez un petit peu la réaction, le tollé que ce serait. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'acceptation placide de la part de politique, de la part de la police. Je sais bien qu'il y a toujours une enquête, les enquêtes, il y a toujours un petit problème. Elles ont toujours besoin d'un peu de discrétion, mais tout de même. Et alors le problème, c'est que c'est pas un hasard si effectivement il évoque aussi la question Palestine. Oui, à la fin, oui, parce que c'est à double, c'est en même temps. Oui, il admire l'armée israélienne. Bien sûr, il y a une vraie question. Mais acceptation, Youssef, peut-être encore pire, des principaux concernés. Parce que c'est vrai qu'ils vous disent oui, mais c'est rien. Oui, même quand on rigole, bon. Mais oui, on prend ça à la rigolade. Mais le problème, c'est que si jamais ça se passe, ça Dieu ne plaise, eh bien, que dira-t-on ensuite? On dira des deux côtés. Vous savez, il y a eu des provocations. Non, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que les pouvoirs publics se doivent absolument d'agir et avec la plus grande fermeté, on ne peut pas laisser de tels appels. Alors il y a aussi autre chose, c'est que moi je pense sincèrement une chose, c'est que l'histoire des provocations, alors sans faire de complotisme, hein, l'histoire des provocations nous apprend que de tels personnages ont toujours existé et qu'ils ont toujours été les instruments de politique par en dessous. Moi, je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui en France, alors au plan politique, de façon tout à fait sérieuse, eh bien, je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui, eh bien, planchent sur une éventuelle guerre civile et de la part de politiques, de certains politiques. Et ce genre de crétins-là, eh bien, peuvent tout à fait être les instruments de ce dessein. On va terminer avec alors Mohamed de Saint-Étienne. Oui, il est avec nous. Bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Mohamed. Voilà, je voulais réagir par rapport. Attendez, je vais enlever le. Il y a de l'écho. Vous avez de l'écho? D'accord. Allez-y. On vous écoute, Mohamed. Oui, donc je voulais réagir par rapport au propos du chauffeur de VTC. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Donc, j'ai trouvé déplacé ces propos et évidemment. En fait, répondre à la provocation par la provocation, c'est pas la solution. Donc, je tiens à saluer les propos de vos invités là qui appellent au calme et à la sagesse. Et moi, à mon avis, il faut faire confiance aux institutions. Donc moi je suis français parce que je suis né en France et je suis citoyen français et j'aime la France. Je suis originaire d'Algérie parce que mes parents sont algériens et je suis musulman en France. Et toutes les la preuve en est, c'est que le CFCM a réagi. On a des institutions qui sont là pour nous représenter dans la dignité, dans le respect, et qui sont en train de tout faire pour qu'on soit une partie à part entière de la société française. Et il ne faut pas parasiter toutes ces actions par des gestes irraisonnés et inconsidérés. Faisons confiance à nos institutions, faisons confiance aux gens qui militent le plus souvent bénévolement pour nous représenter, pour améliorer notre quotidien en France et pour dire haut et fort que nous sommes des citoyens français à part entière et ne répondre pas à la provocation par la violence. Je crois que c'est la pire des choses. Merci Mohamed pour ces paroles sages de la part de Mohamed. Alors c'est vrai qu'il le rappelle, on le rappelle. Donc il y a dans cette plainte il y a toi Chafia, il y a l'espace franco-algérien et il y a également le CFCM. Bon, très régulièrement critiqué, mais là on peut pas dire qu'ils ont pas réagi quoi. Alors micro s'il vous plaît. On a eu quand même une discussion à trois et on s'est dit qu'effectivement, puisque les musulmans sont attaqués directement, il était normal que le CFCM participe également à cette plainte. Moi, en tant que députée des Algériens de France, je me sens totalement concernée et en tant que citoyenne et en tant que représentante de cette communauté, donc quand même j'ai la charge, y compris par une action symbolique, de déposer plainte, de protéger cette communauté.
et aussi l'espace franco-algérien, qui est un réseau associatif qui regroupe quand même beaucoup de franco-algériens, qui s'est inscrit également dans la démarche. Moi, je remercie effectivement Mohamed de Saint-Étienne de ses propos sages et raisonnables. Effectivement, il ne faut pas répondre par la violence, il faut répondre en utilisant les outils de la République, et pour l'instant, les outils de la République, c'est la justice, c'est la police qui doit faire son travail, et quel que soit l'état mental de ce monsieur, s'il est vraiment fou et déséquilibré, il doit être interné et ne doit pas avoir sous la main un réseau internet pour pouvoir continuer à diffuser sa folie douce ou sa folie sauvage à travers les réseaux sociaux. S'il n'est pas fou mentalement, notre avocate nous a dit clairement que si il est pris, quand il sera identifié, il relève de 5 ans de prison, et s'ils sont plus de 2, c'est 20 ans de prison. Ah oui, parce que c'est du terrorisme. Organisé, bien sûr. C'est du terrorisme. Le terrorisme n'a ni race, ni nationalité, et encore moins de religion. Le terrorisme, c'est bien valable pour tout le monde. Ahmed, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, non, la réaction de Mohamed m'a plu à un détail près, c'est que ici il dit, et à juste titre, que le CFCM a pris les devants, l'État algérien, etc. Mais en fait, il ne faudrait pas attendre que ce soit uniquement les personnes visées qui se sentent concernées aussi. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, on essaye aussi, tant bien que mal, d'y associer nos camarades qui sont sur les luttes en France aussi, et qui ne sont pas forcément algériens, qui ne sont pas forcément musulmans. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. On ne va pas différencier. Et ce n'est pas parce que le CFCM a pris cette affaire et que l'État algérien aussi, moi je suis pas l'État, je suis le peuple. Le peuple algérien a pris cette affaire, qu'on ne doit pas se sentir concerné. Ouais, si demain il y a une menace envers nos citoyens chinois, est-ce qu'on va se dire non, on va attendre que les instances chinoises... Surtout qu'ils ne font pas la différence. Exactement. Shafia, merci beaucoup. Merci. À très bientôt sur Beurre FM. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le Zap des Infos. À tout de suite. 01 53 48 3000. Jusqu'à 18h30, Beurre FM vous donne la parole. Beurre FM, 18h30, 19h30, les informés, Abdelkrim Branine. Les informés, je vous rappelle qui est là ce soir: Akli Melouli, Ahmed Benyaklef et Youssef Boussouma, nos 3 dossiers de la soirée. On va revenir sur, ça va être l'information de la journée, Manuel Valls qui soutient officiellement Emmanuel Macron. Comment on peut expliquer une telle trahison? Deuxième dossier, on va revenir sur ce père de famille chinois qui a été tué par la police chez lui à Paris. Enfin, troisième et dernier dossier, on va parler de cette information qui fait état de cette aide de 4 banques françaises plus l'assureur AXA à la colonisation israélienne. Tout de suite, voici le Zap des Infos. C'est l'histoire d'une société qui tombe. J'ai des amis qui sont justement arabes, dont ma meilleure amie, plus noire qu'une arabe. Jusqu'ici, tout va bien. Je rêve ou quoi? C'est pas les musulmans qui amènent la mer en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. Et des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Jean-Luc Mélenchon s'aborde le débat de France 2. Le candidat de la France Insoumise refuse de participer au grand débat à 11 de la chaîne publique en raison de son calendrier de campagne. Pour lui, c'est avant le 17 avril ou rien. Malgré ce refus, France 2 maintient sa date et dénonce une stratégie du buzz. Une sortie discrète après plusieurs heures d'audition au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Pénélope Fillon a à son tour été mise en examen hier soir pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, ainsi que recel d'escroquerie aggravée. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer attendus de pied ferme ici en Guyane. Les 2 ministres devraient rencontrer des acteurs économiques, sociaux, politiques, locaux. L'objectif du gouvernement, c'est de renouer le dialogue avec les Guyanais. Voilà, Mathias Fekl, ministre de l'Intérieur, et Erika Barex, ministre des Outre-mer en Guyane, pour tenter de calmer la crise. Pénélope Fillon, suite à sa visite chez les juges, c'est finalement 3 mises en examen. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon, qui refuse de participer à ce dernier débat à 11 du 20 avril, diffusé sur France 2. Vous avez entendu, que France 2 dénonce une volonté de faire le buzz de la part de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on fait tourner ces 3 sujets. Tu veux commencer là-dessus, Akli ?
Oui, je pense que effectivement, alors là-dessus, c'est vrai que sur la Guyane, par exemple, je trouve que effectivement, c'était assez drôle, quoi, pour montrer dans une campagne électorale comment les politiques ont traité ça. Alors il y a certains qui ont confondu ils ont cru avec une île. Ouais, donc c'était l'île de France, mais l'île de France n'est pas une île aussi au passage pour les gens. Voilà, donc c'est assez. Et puis je trouve quand même que le traitement un peu de la Guyane me paraît un peu. On a l'impression souvent, c'est paradoxal, mais que c'est un peu des sujets périphériques par rapport aux sujets français, alors que c'est un vrai problème. Et c'est la Guyane, c'est comme d'autres effectivement départements français, tout ça. Il y a des vrais sujets sur le développement économique, sur l'aménagement du territoire, sur la continuité territoriale, etc. C'est des vrais sujets, et je trouve qu'effectivement, c'est bien qu'ils y aillent, mais un peu tardivement. L'autre, donc là, je sais pas, franchement. Donc je pense que en Guyane, comme dans les départements d'outre-mer et tout ça, je pense qu'il va falloir revoir la continuité territoriale et la politique française, notamment en matière de développement, etc. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent sur ces territoires qu'on devrait dénoncer. Donc on n'a pas temps, mais c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements graves sur ces territoires, et le coût de la vie est très élevé. Et donc c'est vrai que là, alors que effectivement ils ont aussi la possibilité d'avoir une meilleure qualité de vie. On va rester sur la Guyane, ensuite on enchaînera sur les autres sujets. Je te redonne la parole. Youssef. Oui, sur la Guyane, c'est un sujet qui me tient bien à cœur. Tu es déjà allé, toi, mais il y a pas mal de temps. Ouais, de mon jeune temps. Alors, j'ai lu un post comme quoi c'était complètement différent il y a Oui, tu as lu ça? Ouais. Ah non, mais toi, ton oui, post. Mon post, oui, c'est ça, ouais. Ah oui, tout à fait. J'ai halluciné. Alors, au cours de toutes ces années, à chaque fois que des gens allaient en Guyane et qu'ils revenaient, ils me faisaient état de la situation, et cette question de la drogue revenait sans arrêt. Et j'étais étonné parce que, franchement, j'étais à 1000 lieues d'imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir un problème de drogue en Guyane. Mais alors, vraiment, hein. Et je le dis, c'était une période où j'ai jamais vu une porte fermée à clé en Guyane, du temps où j'y étais, mais jamais. Et j'ai jamais vu une voiture volée, j'ai jamais entendu parler d'une voiture volée ou quoi que ce soit. C'est fou, quand on t'écoute, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on parle d'un autre territoire. Ah, mais complètement, les gens qui rigolaient, qui étaient contents. C'est le cas en Martinique, en Guadeloupe, parce que les gens parlent pas, c'est le cas aussi, je le dis. Mais c'était pareil en Martinique et Guadeloupe, c'était pareil. C'était absolument pareil, donc tous ces pays où il faisait bon vivre, etc., et qui ont été saccagés par le colonialisme français, sous couvert de départementalisation, et on voit bien qu'en fait, quand on voit le coût de la vie en Guyane, c'est-à-dire que la drogue qui circule. La drogue. Alors là, il y a une vraie question. Comment se fait-il que la drogue, absolument. Alors on fait la chasse aux clandestins brésiliens en Guyane, hein. On fait la chasse là-bas, ce sont les clandestins brésiliens brésiliens, voilà, haïtiens, parce qu'il y a un territoire surinamien. Il y a un territoire contesté, haïtien, etc. Alors quand on compare, le Suriname qui est à côté, mais en même temps, quand on compare le Suriname, et j'ai passé aussi du temps au Suriname, quand on compare le Suriname avec la Guyane française, on voit quand même une chose qui est évidente, c'est à quel point la France, on n'avait rien à faire de la Guyane, parce que le Suriname s'est développé. On va pas dire que le Hollandais était des grands anticolonialistes, pas du tout, et ça a été sauvage, surtout en Indonésie, mais la Guyane hollandaise a été assainie, les marécages ont été assainis, transformés en rizières, etc. Mais c'est rien à voir avec la Guyane française, où on a le sentiment que la France a gardé la Guyane française uniquement par rapport à Kourou, quand il y a eu cette possibilité. C'est près de l'équateur, donc c'est génial pour envoyer des fusées. Ça coûte beaucoup moins cher en carburant. Mais et puis alors aussi parce que l'Algérie c'était fini, parce qu'avant ça. Et l'Algérie c'était fini exactement parce que l'Algérie c'était fini également, bien sûr, tout à fait. Et puis sinon il y a de l'or, etc. Il y a tout cela, mais le reste ils n'ont absolument rien à faire. Et alors c'est terrible. Et puis il y a cette idée du bagne qui colle encore à la Guyane. Et je crois que les Guyanais ont tout à fait raison, et on peut ne serait-ce que saluer comment leur lutte. Je me rappelle à l'époque déjà, il y avait un mouvement qui s'appelait Debout Guyane, avec un journal. Mais voilà, et le problème n'est toujours pas résolu, et je trouve ça absolument infâme qu'on traite ces territoires de la sorte. On passe à quoi? Mélenchon, Pénofion, vas-y Ahmed. Ouais, sur Mélenchon, je crois, je suis pas tout à fait fan de Jean-Luc Mélenchon, mais je crois qu'il a tout à fait raison. Ce show politique de France 2 où on ne parle absolument pas politique, programmé quelques heures avant le premier tour, il a raison de ne pas vouloir y participer. Je vois pas en quoi ça serait une trahison ou finalement une volonté de masquer quoi que ce soit. C'est un show dans lequel on a pu voir l'écrivain qui est venu et qui a parlé, qui a hurlé. Elle a surtout servi François Fillon, puisque elle était agressive.
Je parle de Christine Angot. Exactement. Donc non, c'est un show qui permet absolument pas de débattre des véritables idées politiques. Et il a raison, il n'aurait pas le temps par la suite de pouvoir rectifier ce qui pourrait être dit ou les impasses dans lesquelles on voudrait le mener. Donc il a raison de ne pas vouloir y participer. Après, ça relève un peu de la couverture médiatique de cette campagne qui est juste, voilà, c'est du bas niveau. On cherche la petite phrase, on cherche la petite bête. Il y a absolument pas, on n'a même pas le temps de débattre de véritables sujets de fond. On connaît absolument rien du programme de certains. Macron a le vent en poupe, mais on ne sait pas ce qu'il veut faire. D'ailleurs, à ce propos-là, je te disais tout à l'heure de ne pas insulter l'avenir. Tu parlais de l'île de Guyane à Aklim Melouli. Et voilà ce que je peux dire là-dessus sur ce. Akli. Ouais, alors sur le cas Mélenchon, Jean-Luc, je pense qu'effectivement, pour avoir un peu échangé comme vous parlez avec des gens, il a le sentiment effectivement d'être maltraité un peu par les médias, et notamment France 2, et notamment lors de l'émission politique. Comme si effectivement les gens... il a fait très bonne impression, il veut rester sur cette bonne impression. Il s'est battu, mais au début ils ont essayé de le cornériser. Il y a aujourd'hui une espèce d'histoire médiatique qui a raconté aux gens comme quoi il y a effectivement 2 candidats, etc. Et donc il veut un peu, à mon avis, dénoncer ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils doivent avoir une équité en termes de temps de parole, si Jean-Luc Mélenchon ne va pas à cette émission, il va falloir qu'il lui redonne du temps pour s'exprimer. Sinon il y aura un déséquilibre. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai que ceci dit déjà, alors c'est normal. Après, il faut savoir, on râle parce que on donne pas la parole aux petits candidats. Le problème, c'est qu'un débat à 11, c'est quand même, ça va être un peu compliqué de débattre. Ça va être vraiment il a raison, ça va être des petites bribes, chacun va exprimer, ce sera du juxtaposé. C'est pas un débat politique, c'est un show quoi. Mais et moins bien qu'à l'américaine, puisqu'il y a moins de candidats par rapport à leur système électoral. Et donc c'est vrai que dans un débat aussi nombreux, ça va être un peu le risque, c'est qu'il y ait beaucoup de dérapages, des gens qui vont tenter le tout pour le tout. Enfin, on est un peu comme dans les matchs, je parlerai pas sur le PSG Barça, mais où il faut tout tenter pour essayer de sortir et de faire le maximum. Et donc j'ai l'impression qu'effectivement, ça sent plus, ça va être plus difficile de porter un projet politique, surtout quand on est sur le fond, que ceux qui sont sur les effets d'annonce, les effets de manche, etc. Donc à partir de là, je pense qu'effectivement il soulève un vrai problème. Après qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, mais en tous les cas sa façon d'interpeller, et s'il fait du Mélenchon, ce qui aussi un petit peu ça anime aussi le débat, ça fait vendre aussi, et donc je pense qu'il interpelle sur le risque de dérapage et la qualité des débats qu'il voudrait tenir s'il le souhaite. Je pense qu'il a raison Mélenchon de ne pas se rendre à ce débat du 20 avril, Youssef. Moi, je pense qu'il a surtout de raison. Alors, c'est pas ma tasse de thé encore une fois, Mélenchon, mais bon, s'il pense que l'affaire est mal ficelée, etc., il a parfaitement raison, oui, bien sûr. Puis on sait la propension de la télévision à faire des buzz comme cela et en fait, on a l'impression que c'est normalement bon le choix d'un candidat, une élection, c'est quelque chose de raisonnable, de sérieux, etc. Malgré tout. Même si je ne vote pas, enfin, on a quand même le sentiment que c'est quelque chose de sérieux. Et on a le sentiment, à l'inverse, que ça fait partie du show maintenant, que c'est un élément du show télévisé. C'est l'inverse. C'est pas la télévision qui se met au service des citoyens pour apporter une information correcte, mais on a l'impression que c'est le contraire, que c'est la chose politique. C'est vrai que ces dernières années, on a eu à faire des fois des espèces de négociations. On se souvient surtout de Marine Le Pen, lorsqu'elle devait venir, elle choisissait un interlocuteur, elle refusait, voilà. Alors c'est absolument hallucinant. Alors on a déjà un système qui est extrêmement déséquilibré, extrêmement inégal, puisqu'il ne favorise que les gros partis, et que pour déjà être un parti politique, faut déjà avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est le paradoxe français. Tout le monde peut se présenter, mais à condition d'avoir de l'argent, parce que ça coûte très cher d'être un parti politique. Mais en plus, il y a le passage à la télévision. Alors on va décider que tel ou tel peuvent passer et pas les autres. Il y a ça aussi. Il y a un choix qui est fait. Et ce que je veux dire, c'est que là, ça confirme. Alors si Mélenchon pense qu'il s'agit d'une arnaque, qu'il le fasse. Sur Pénélope Fillon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus qu'on n'a pas encore dit, franchement, Akli? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens, non mais c'est là aussi où il y a un vrai problème dans la démocratie, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont effectivement, pour l'instant, je dirais, à la présomption d'innocence, mais mis en examen, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait même plus une campagne électorale, on se demande si on parle plus des affaires que du fond ou du devenir des Français. Je pense que depuis le départ, ils auraient dû se retirer pour traiter ça sereinement, parce que là, non seulement il y a affaire, mais en plus
plus, elles viennent polluer la campagne. Du coup, on ne parle plus des Français, on ne parle plus des vrais problèmes. On va savoir s'ils se retirent ou ils se retirent pas. C'est plutôt un peu compliqué pour les gens qui veulent suivre le débat électoral. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est vrai que lors des mêlées, lors des débats judiciaires ou lors des mêlées, à eux de les traiter, quoi. Et puis après, on peut se poser la question, c'est sur la parole qui est donnée, quoi. Et il avait dit que bien l'examen, il se présenterait pas, et il continue à nous lamenter. Donc je pense que ça pollue beaucoup plus la campagne aujourd'hui, ce qui était au début un peu le feuilleton de l'été. Aujourd'hui, ça devient un peu un élément de pollution fort et qui masque les vrais débats et qui parle pas des vrais problèmes des Français. Quoique, c'est vrai qu'à 900 000 €, il aurait pu régler beaucoup de problèmes de situation financière de beaucoup de Français. Youssef. C'est la descente. Alors, je sais pas si on peut parler de descente. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ça ne changera pas. Je pense pas que cela va profondément écorner sa base électorale. Et au contraire, ça va la crisper. Et ça va la crisper. Et puis ça va être le complot, tous contre nous, etc. Et c'est parce que je dis la vérité qu'on s'acharne sur moi, etc. Alors c'est son discours et c'est également le discours de ses militants. On a vu lorsqu'ils sont interrogés par des journalistes. En effet, c'est ça. Parce qu'il dit la vérité. Il y a un complot, l'Élysée. Il y a ces accusations de cabinet noir suite à ce livre Bienvenue place Beauvauquier qui est sorti. Ouais. Donc toi, tu te dis quoi? Finalement, ça va pas lui faire perdre de. Alors c'est intéressant au niveau du changement d'image de sa campagne. Vous avez vu dans l'affiche qui a changé au départ, c'était aussitôt détourné d'ailleurs. Le candidat dit la vérité, puis ensuite, voilà, je vais dire comment c'est. À mon avis, ça va continuer encore. Alors on est dans l'affaire des voilà, il y a plus de limites, c'est que voilà les limites les verrous ont sauté et puis chacun balance sur l'autre. Ahmed. Que dire là-dessus qui n'a pas été dit, voilà, hormis le fait qu'il soit mis en examen, c'est surtout voilà cette espèce d'impunité qu'ont ces personnes à finalement faire la morale pour quand on entend quelqu'un de droite, on en a entendu ici sur ce plateau nous parler d'un fait commis par un citoyen lambda, là il faut punir, il faut être sévère, on parle de je ne sais trop quoi. Dès lors que ce sont ces gens-là, on se rappelle que Sarkozy présomption d'innocence, etc. D'un site comme Le Bon Coin, ça renvoie à certaines choses. Voilà, c'est des gens qui vivent complètement déconnectés, pour qui tout leur est dû et pour lesquels il y a des gens qui doivent travailler pour eux. C'est tout à fait normal de leur supprimer tout ce qui relève de l'assistanat. Donc moi j'en veux pas trop aux politiques, mais surtout à leur soutien et ceux qui continuent à nous dire que toutes ces affaires-là c'est complètement anecdotique et qu'il faut se concentrer sur le projet. On peut pas donner l'avenir d'un pays entre les mains de gens qui pensent que on vit encore dans une espèce d'aristocratie, une bourgeoisie, une espèce de et autour d'un tiers état qui lui devrait subir. Voilà, ça remonte à. J'ai l'impression d'avoir un débat à la veille de la Révolution française. Non mais réellement, c'est le sentiment que ça donne. Il fallait voir cette séquence. Tout à l'heure, tu parlais de la séquence de Christine Angot face à Fillon, mais le reportage de Fillon face aux infirmières et aux aides-soignantes. Exceptionnel, c'est hallucinant. Voilà. On arrête là, oui, tout de suite, c'est le quiz. Beurre FM, le quiz des informés. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delcrim, bonsoir à tous. Allez, c'est parti. Première question, c'est un qui a dit. Qui a dit, tenez-vous bien, je tiendrai tête à Monsieur Trump car j'ai eu affaire aux ours et aux loups. Ah, c'est pas Dupont-Aignan, ça? Non. C'est un politique français. C'est le cas. Ouais. Ah, oui, c'est un gars de chez nous. Aux ours. Ah, c'est la salle. Non. Bravo. La bravo. Dans la salle. Je cherchais qui. Qui n'en est pas à sa première petite sortie. Non, un peu lui, il est pas mal. Il est pas mal parce qu'il dit qu'en effet, c'est déjà joué. C'était quoi son tweet? C'est déjà joué. Le second tour, ça sera entre moi, Marine Le Pen et moi. Il a dit. T'es obligé de rigoler, quoi. Je sais pas ce qu'il prend, mais ça doit être de la bonne. Et là, il s'imagine déjà en tête-à-tête avec Trump et il dit qu'il a eu affaire aux ours et aux loups. Alors ça, c'est la région d'origine d'où il est député, il faut le rappeler. Un point pour Akli, bravo. Deuxième question, à qui a dit sûrement de rapidité. Oui, ouvrez les guillemets. Je suis sur écoute et je le sais. Fillon. Parce que mon téléphone, de temps en temps, se déclenche tout seul et me dit, c'est incroyable mais vrai, répétez ce que vous venez de dire. Bon, je ne vois pas comment le téléphone pourrait se déclencher. Vous n'avez pas entendu parler de cette affaire? Très très drôle. S'il a déclenché le Siri tout seul, ça. Alors c'est ça. Mais lui, il croit qu'il connaissait pas l'existence du Siri, donc il croit qu'il est sur écoute. Ah, vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça? C'est un député français. Exactement. C'est un député français. C'est un député. De Villiers. Non, c'est un mec de la. Mais c'est dans la même veine. C'est un mec de la. Non. Dans la même veine idéologique. Ah, Estrosi? Non. Alors, il a une carrière avant d'être député, il était déjà connu de par son métier. Ah, Arnaud Glaswell? Non, mais il avait le même métier. Il a le même métier. Avocat. Avocat. Montebourg. Non. Il est à droite, je pense.
Il est bien à droite là. J'ai il est bien à droite. Pas Ciotti ou exactement ça. Bravo, Gilbert Collard. Les cheveux de Collard. Collard. Les cheveux collés de Collard. J'ai dit, c'est des mots, c'est des gestes. C'est Collard. Collard, voilà. Siri pense qu'il dit qu'il est sur écoute. C'était très drôle. C'est pas étonnant de quelqu'un qui diffuse tous les mots de passe. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Mots de passe. C'est une fin tête-à-tête entre Akli, Rimed, Youssef, tu ne dis rien. C'est une petite finale. Troisième question, Delphine. Parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, 20 personnalités ont un point en commun bien précis. Ils connaissent tous Akli. Lequel? Non. Ils sont avocats. Non. Ils ont été quelque chose. Ouais. Ah, ils ont été 20 personnes qui ont été quelque chose. Fonctions. Des responsabilités, des fonctions. Aux fonctionnaires. Non. Avocat, non. dit. En politique. Oui. Ils étaient députés ou... Non. Ministre. Bonne réponse. Les ministres, 13 viennent de Chirac, 6 d'Hollande et 1 de Mitterrand. Il y a des mecs qui ont été ministres sous Mitterrand. T'imagines quand même, c'est pas mal. C'est qui? C'est Akli. Ouais. Bon, bravo Akli. 2 points pour toi. Finale tout à l'heure. Je gagne le quiz. Face à Youssef ou face à Ahmed. Bravo. Toi qui le méprise tant, ce C'est une quiz. question sur Macron. Je ne méprise rien. Tu pouvais que gagner. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Parce que moi, on va parler de Manuel Valls. À tout de suite. Les informés, 18h30, 19h30 sur Beurre FM. Beurre FM, 18h30, 19h30, les informés, Abdelkrim Brani. Les informés présents ce soir, Akli Melouli, Ahmed Benyaklef et Youssef Boussouma. Tout de suite, on parle de Manuel Valls. Envie de poursuivre le débat? Retrouvez les comptes officiels des informés de Beurre FM sur Facebook et Twitter. C'était annoncé depuis plusieurs semaines. Le soutien de Valls à Macron est officiel depuis ce matin. C'est l'ex-premier ministre lui-même qui l'a dit sur RMC. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron, parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Je ne prendrai aucun risque pour la République. Je ne prendrai aucun risque pour la France. Je ne veux pas, le soir du premier tour, que nous nous retrouvions, que je me retrouve face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen. Voilà, vous l'avez compris, il se sacrifie pour la République. C'est un homme de principe. Je vous propose d'écouter à présent la réaction d'Emmanuel Macron. D'abord, je l'en remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociodémocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne. Pour ce qui est de la démarche donc et de ce que j'entends conduire, je l'ai dit, je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques, derrière laquelle... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris, et nous aussi. La riposte de Benoît Hamon, conférence de presse aujourd'hui à 13h30. La démocratie est la prunelle de nos yeux, qu'il faut respecter à tous les moments. La parole donnée, la parole signée, devant le peuple, doit être scrupuleusement respectée. Alors je me tourne vers les citoyens de gauche, vers toutes les forces de la société civile pour leur lancer un appel solennel. Je vous demande de réagir. Je vous demande de sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide et je vous demande en même temps de tourner la page de cette vieille politique, de tourner le dos à ces politiciens qui ne croient plus en rien et qui vont là où le vent va, au mépris de toute conviction. Je ne sais même pas par où commencer. C'est une espèce de balle-trappe. Comment un ancien Premier ministre peut-il agir avec si peu d'honneur? Tu le connais un petit peu, toi, Manuel Valls, Akli? Ça dépend ce que tu appelles connaître. Ouais, vous le connaissez autant. C'est un camarade ou pas? Oui, je l'ai vu, je l'ai connu au parti. Il a fait. Camarade de parti. On a été dans le même parti, mais. Il a toujours été comme ça, en fait. Ma question, c'est ça. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Le problème, c'est que est-ce qu'il y a toujours eu des opportunistes dans les partis socialistes? Oui. Mais pourquoi tu parles à l'imparfait d'abord? Hein? Pourquoi tu parles à l'imparfait d'abord? Non mais ça sent sympa là. Ça sent pas sympa, Youssef. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai longtemps été minoritaire dans ce parti. Non mais tu dis, on a été dans le même parti. On a toujours été minoritaire dans ce parti. On a toujours à notre corps défendant respecter la ligne, même si on continue à débattre. La question là, on n'est pas dans le débat. Il pourrait reprocher un certain nombre de choses comme on a toujours été dans le débat. Sauf que là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se sacrifie au nom de la République
et que en vérité ça fait 15 jours que les gars cherchent comment ils vont faire. C'est ça l'hypocrisie. Quels sont les arguments qu'ils vont utiliser pour sortir de chez Benoît et aller se retrouver chez Macron ailleurs. Et quand il dit, vous savez, le coup, je veux pas me retrouver avec tel choix, un non-choix, etc. Bah, si tu veux pas te retrouver avec un non-choix, mouille la chemise, fais campagne pour Hamon, et peut-être que après ton choix. Oui, mais lui, il a jamais soutenu Hamon, de toute façon. Donc voilà, il c'est ça. Donc aujourd'hui, on est, et tu as raison, là on est dans le baltrap. Alors moi, ce que je serais, Benoît, il l'a pas dit, je pense que j'aurais dit, écoutez, vous auriez pu faire qu'une charrette, quoi. Sortez tous en même temps et laissez-nous après faire campagne au mois de débat, ce sera plus clair. Parce que si c'est tous les jours, chacun à leur tour, ils sortent, c'est vrai qu'ils ont vocation à lui poser sa campagne. Et moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est pas le baiser de trop à Emmanuel Macron, parce que le soutien de Manuel Valls, vu le résultat des primaires, je pense pas que ce soit un grand soutien, quoi. D'ailleurs lui il l'a compris, il a commencé à mettre de la distance. Donc il faut aujourd'hui, et puis on nous dit, elle vient d'annoncer 20 anciens ministres, quand on dit on va renouveler les visages, etc. Je pense qu'effectivement on voit bien que ça vient un peu de partout. La question c'est comment tout ça va faire sens pour gouverner la France si c'est le cas. Donc aujourd'hui, et tu as raison quand tu dis je ne sais pas par où commencer, c'est vrai que commençons par le début, c'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Il y avait des primaires, on nous disait à nous qui sommes les minoritaires, y compris moi qui soutenais Arnaud, est-ce que vous respecterez l'accord et tout ça. D'ailleurs, on a tardivement, on savait bien qu'avec les Destré-Pipé, on a voulu rentrer tardivement dans la primaire, et aujourd'hui, effectivement, cette primaire qui n'a pas été une primaire de la gauche, qui a été une primaire qui a été un peu un congrès, et donc on a tranché un peu une ligne politique. Et bien ceux qui ne sont pas dans la ligne politique refusent de l'appliquer au nom de je ne sais quelle stratégie aventurière électorale. Il y en a, on se demande ce qu'il fait, dans quelle position il est en ce moment, c'est quand même combat d'hélice. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit Il y a une chanson qui s'appelle, je crois, Capitaine abandonné, c'est ça s'appelle sur le navire comme ça. Je pense que c'est il a dit, j'ai écouté ce qu'a dit Jean-Christophe en disant j'ai pas réussi à convaincre. Eh ben oui, de jour en jour, on se rend compte qu'il a pas réussi à convaincre beaucoup de gens. Il y a quelques semaines, quelques mois même, il parlait d'exclusion. Tous ceux qui iront, Macron, on va les exclure. Là, t'as l'ancien Premier ministre. On les a jamais exclus. Hein. Alors, exactement. Pour te rassurer, on les a jamais exclus parce qu'il y avait il y a des gens déjà qui parlent de contrats de gouvernance, etc. Donc on est vraiment dans autre chose. Ce que je peux déplorer, en tous les cas, moi je préfère mourir avec mes idées qu'avec celles des autres. Ahmed. Ça reflète juste ce qu'on dit depuis pas mal de temps, c'est que le Parti socialiste est un parti qui est construit autour de tendances qui n'ont absolument rien à voir. On a aujourd'hui la tendance je suis même limite content aujourd'hui que finalement cette scission ait lieu, parce que on a un parti dans lequel on a la base qui ne s'est pas reconnu pendant très longtemps avec les décisions qui ont été prises au niveau, des mammouths du Parti socialiste. Non, clairement aujourd'hui, le fait que Manuel Valls ait toute une tendance, la tendance 6% ou 7%, je ne sais plus combien il avait gagné. 5%. En 2011. Elle sort. Déjà, c'était une aberration pour nous lorsqu'on commentait il y a quelques années de se dire que François Hollande ait pu mettre en Premier ministre quelqu'un qui, l'avant-dernier des primaires, n'a absolument pas réussi à emmener avec lui ne serait-ce même pas 10% de son parti. Donc aujourd'hui, que Manuel Valls sorte, en théorie, on ne devrait pas, au Parti socialiste, ou du moins ceux qui ont voté à cette grande primaire de la gauche, ne devraient pas s'en inquiéter, puisque c'est une tendance minoritaire. Malheureusement, on sait bien que c'est une tendance qui est un peu plus lourde et qu'elle va peser sur les élections. Maintenant, encore une fois, Macron, il représente une tendance au Parti socialiste, la tendance qui a gouverné ces 5 dernières années. Et cette tendance-là, c'est une tendance qui n'a rien de socialiste, mis à part le nom. Les décisions qui ont été prises ces dernières années, comme les décisions qui ont été prises sous Mitterrand après la petite période d'euphorie des 2-3 ans, où on a eu 83, le tournant de 83. Oui, 83, on a eu les lois les plus libérales que ce pays ait voté. Donc là, on a eu la même chose avec la loi travail Macron. Donc à un moment, il faut se reconnaître. Soit on est socialiste, on se dit socialiste ou de gauche, auquel cas on se dit le bilan, Hollande, etc., c'est pas nous. Et on a vocation à créer un parti dans lequel seront exclues ces personnes qui partagent absolument aucune idée quand on entend les propositions d'Hamon, on se demande si le gouvernement qui était en place, Manuel Valls et toutes ces tendances, a quelque chose en commun. Donc je suis tout à fait, pour une fois, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a aucun honneur, d'après Hamon, dans ses mots de bourg, je crois, qui disait ça à propos de Valls.
En l'occurrence, s'il continuait à rouler, si Valls continuait à rouler avec Hamon, c'est vrai que ça serait une trahison de son approche, je veux dire, politique. Là, en suivant Macron, il suit exactement le dessin qu'il a animé pendant toutes ces années de gouvernance. Donc il est logique avec lui-même, logique avec sa façon de voir la politique. Il serait illogique de voir aujourd'hui Valls continuer à soutenir Hamon, parce qu'ils n'ont absolument aucun rapport. Alors, petite précision supplémentaire, en effet, en plus de son soutien à Emmanuel Macron, dans une interview au Nouvel Obs, il dit qu'il est prêt à travailler avec François Fillon en cas de victoire à la présidentielle. Ça te fait ça, Youssef. Il est génial, ce Valls. Moi, j'adore Valls. J'adore ce Valls. Bon, ça t'a surpris évidemment quand apprends son comportement. Ah oui, pas habitué à ça. Totalement surpris. Je m'attendais pas à ça d'un homme de parole comme lui, d'un homme d'honneur comme lui, d'un homme de principe comme Monsieur Valls, que je connais depuis quelques temps quand même. Enfin, pas perso, mais bon, un petit peu quand même, et pas autant que Monsieur Ali. Monsieur Akli, Bélouli, pardon. Monsieur Ali, je t'appelle. Et alors donc. De toute façon, Youssef, faut connaître son comment c'est. Une haine viscérale vis-à-vis des socialistes, donc c'est normal. Il va. Elle est pas que viscérale, aussi dans les pieds. Je savais, bien tu vois. Bon, et alors il n'y a pas que dans les viscères. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est Valls. Valls ne peut faire que du Valls. On va pas demander à une vache de faire du vinaigre. Mais je tiens quand même à préciser une chose. C'est même une vache espagnole. Non, c'est juste comme ça. Et alors donc du coup, non, mais c'est vrai. Valls fera toujours du Valls, c'est-à-dire que Valls, ça c'est ma conviction, est un opportuniste total au plan politique. Je ne porte pas le Parti socialiste de mon cœur, c'est un fait. Mais je pense même que Valls, je me hasarde à l'hypothèse que Valls, est un pur opportuniste qui n'y croyait même pas dès le départ. C'est une stratégie de pouvoir qu'il a. Et pour cette stratégie de pouvoir, de prise du pouvoir, eh bien, il est prêt à aller extrêmement loin, et on l'a vu. Et donc, rocardien au départ, alors, comment? Au départ, il était rocardien. Oui. Il était même pour la Palaisie, etc. Oui, bien sûr. C'était pas que je l'ai connu, d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle un petit peu en connaissance de cause, effectivement. Mais il y a autre chose, c'est que je comprends pas par rapport à Macron, à Hamon. Mais il a jamais soutenu Hamon. Enfin, j'ai pas loupé. Engagé à le soutenir, mais il s'était engagé, mais il avait croisé les doigts. Il avait même dit qu'il ne pouvait pas le faire parce que ce serait il avait croisé les doigts dans le dos quand il l'a dit. Il avait croisé les doigts dans le dos. Oui, il avait tout croisé d'ailleurs. Et même les neurones. Non, mais il y a une chose quand même, c'est qu'il avait bien dit que soutenir Hamon, ce serait contraire à ses valeurs, etc. C'est bien cela, hein. Bon, alors donc. C'est vrai. De toute façon, je veux dire, déjà, quand on voit ce qu'il y a à Hamon. Il fallait pas signer alors. Mais donc voilà. Non, c'est un comportement schizophrénique. Pathétique. Non mais pathétique. Alors de toute façon, le Parti socialiste. Le problème du Parti socialiste, c'est une stratégie de prise de pouvoir depuis le Congrès d'Épinay. Et le problème, c'est que le Parti socialiste a été tendu uniquement vers la prise du pouvoir. Et quand un parti ne fait que chercher à prendre le pouvoir, eh bien forcément, ça se fait au détriment des quelques principes qui pouvaient exister. Même si évidemment, moi dès le départ, j'ai une sainte horreur du Parti socialiste. Hein. Mais ce que je veux dire, le problème est là, c'est quand vous êtes dans une stratégie uniquement de pouvoir, eh bien faut pas vous étonner que chacune de vos ouailles, eh bien va se comporter comme cela. Et Valls, finalement, est à l'image du Parti socialiste. Juste rapidement, avant de passer au coup de gueule, Akli, Benoît Hamon, une fois de plus, a appelé les communistes, Mélenchon, etc., à le rejoindre. Depuis ce matin, je discute avec plein de monde. Il y en a plein qui sont persuadés qu'il n'a pas le choix et qui vont trouver une alliance, qui vont trouver un accord. C'est envisageable ou pas? Je crois pas que ce soit envisageable, parce qu'ils sont pas sur la même stratégie. Même si on partage beaucoup de choses et il y a un fond commun, mais ils sont pas sur la même stratégie. Je pense que il faut pas aussi, il faut comprendre ce qui se passe. Je veux dire, Youssef parlait donc de sélection sur le Parti. Le Parti socialiste, le problème, c'est que tous les congrès qui auraient dû définir la ligne n'ont jamais été faits. C'était plus des congrès techniques qui ont effectivement permis de maintenir un certain équilibre, un certain pouvoir pour certains d'appareils. Donc on n'était plus sur les valeurs et on est loin des Jaurès et tout. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on essaie de revenir sur le fond et tout, on a des difficultés parce que on a pendant longtemps empêché ça. Et c'est vrai que le Parti socialiste, c'est quand même la fusion de trois grosses tendances. Il faut quand même que j'en sache, la CFO, le CRS et le PSU. Entre le PSU et la CFO, il y a déjà sur la cotisation PSU. Voilà. Sur la cotisation, il y a déjà un fossé. Il n'y a rien à voir. Oui, le PSU, donc clair, si la ligne ne se traite pas, au bout d'un moment, on laisse trader les choses. On arrive aujourd'hui avec hier on était dans le mur, maintenant on est dans le ravin, quoi, presque. Et donc ce que tu disais, je ne vois pas pourquoi Mélenchon, qui lui a une autre stratégie, je pense que va aujourd'hui accepter ce qu'il n'a pas accepté hier. On a tout essayé. Je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il faut que
dans ce pays. Moi, je pense qu'au mois de juin, il va y avoir une recomposition de la gauche, mais des forces, et qui va être beaucoup plus large que les simples appareils politiques. On arrête là sur Manuel Valls, tout de suite les coups de gueule. Beurre FM, les coups de gueule des informés. Coup de gueule, Akli? Moi, mon coup de gueule, il est tout trouvé. C'est effectivement tous ces gens qui ne tiennent pas leurs engagements et la trahison permanente qui est faite. Et je pense que ça donne une image déplorable de la politique. Et c'est pas comme ça, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 40% qui savent pas pour qui ils vont voter. Exactement, on en a parlé hier. Ahmed. Coup de gueule rapide à tous ceux qui se prétendent prescripteurs de vote. Alors on voit certaines personnes, parce qu'ils ont écrit 2-3 choses, ou parce qu'ils ont 2-3 personnes qui les suivent, qui se transforment en prescripteurs de vote. Il y en a quasiment qui font... Qui donnent des consignes de vote, tu veux dire? Consignes de vote, oui, on peut dire ça comme ça. On a l'impression qu'ils vont scanner le programme. Et surtout, ce qui me dérange un peu plus, c'est que leur prescription, entre guillemets, de vote, s'articule toujours autour de la seule chose qui les tient à cœur. Ils ne comprennent pas que c'est un peu plus complexe que ça, et que on a tous aussi des aspirations qui ne sont pas forcément les leurs. Youssef? Alors un coup de gueule, je reviens un petit peu dessus, on va croire que c'est une obsession, mais c'est par rapport à Kamel Daoud, et c'est par rapport à Ferial Furon, et c'est Furieux Furoncle, comme l'appellent certains, et qui effectivement a voulu aller se présenter au Salon du Livre avec un livre qui fait l'apologie de son aïeul, Bouaziz Bengana, et donc maintenant c'est Monsieur Kamel Daoud qui se fait prendre en photo avec elle, et qui parade avec elle, et je trouve ça quand même assez scandaleux pour un Algérien, de passer sur les crimes contre l'humanité que l'aïeul de cette dame a commis. Les coups de cœur. Beurre FM, les coups de cœur des informés. Coup de cœur, Akli. Moi, mon coup de cœur, effectivement, il va aux associations qui aujourd'hui essayent, malgré les difficultés, et c'est d'ailleurs, je trouve que c'est pas assez porté dans la campagne, d'éducation populaire, qui essaye de créer du lien, de travailler sur la citoyenneté, qui essaye d'éveiller les gens avec plus aucun moyen. Et donc je voudrais tirer un grand coup de chapeau, et j'espère que justement, plutôt que d'être prescripteurs de votants ou de voix, les gens seraient bien d'être prescripteurs de projets et d'aider, de retrouver l'éducation populaire, parce qu'on a besoin de ces réseaux qui travaillent sur le terrain à recréer du lien. Youssef? Eh bien, mon coup de cœur pour le mouvement guyanais. Et non, la Guyane n'est pas la France. Non, la Guyane n'est pas la France. C'est une colonie française. Il faut l'affirmer, le réaffirmer, d'une part. Et puis, d'autre part, un coup de cœur pour tous ceux qui continuent à se battre et pour tous ceux qui hier, ont manifesté devant la mairie du 19e arrondissement par rapport à l'assassinat. On va en parler juste après la pause. Ahmed. Coup de cœur pour la famille d'Ahmed Kathrada, qui a bien voulu éconduire Jacob Zuma des funérailles d'Ahmed Kathrada, parce qu'il ne correspondait absolument pas à l'esprit qu'animait Ahmed Kathrada et Nelson Mandela durant toutes ces années de lutte. Donc Jacob Zuma a été invité à ne pas venir aux funérailles. On fait une pause. Après celle-ci, on va revenir sur ce père de famille qui était tué par la police. C'était dimanche soir. À tout de suite. Retrouvez les informés en podcast sur beurrefm.net. Beurre FM, 18h30, 19h30, les informés, Abdelkrim Branine. Les informés, tout de suite, on ne perd pas de temps, on passe au deuxième dossier de la soirée, on revient sur ce père de famille qui était tué par la police à son domicile. À tout de suite. Les informés, 18h30, 19h30, sur Beurre FM. Bon, on rappelle ce qui s'est passé, c'était dimanche soir, la police est appelée afin d'intervenir dans le 19e arrondissement, d'après la police, pour une histoire de différend familial. D'après la police, toujours, ce père de famille tente de les attaquer avec un ciseau. L'un d'entre eux, l'un des policiers, fait feu et tue cet homme d'une balle en plein thorax. On sait que l'homme a été abattu devant 4 de ses enfants. Ces derniers affirment qu'il était en possession d'un ciseau car il était en train de découper du poisson. Il précise aussi que les membres de la BAC, qui est en civil, donc n'ont à aucun moment précisé qu'ils étaient de la police, et donc ils ont eu peur d'ouvrir tout de suite. Avant-hier et hier soir, il y a eu des manifestations devant le commissariat du 19e arrondissement. Ça a un petit peu dégénéré, et en tout cas avant-hier, il y a eu plusieurs arrestations, 35 personnes arrêtées. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Youssef? Je t'ai vu t'exprimer longuement sur cette histoire. Tu as notamment souligné, et Delphine nous en parlera dans un instant, comment ça se passe en Chine, parce que c'est un homme, c'est un ressortissant chinois. Les autorités chinoises ont officiellement réagi, ils ont demandé à Paris de faire toute la lumière sur cette affaire. Voilà. Alors, une chose qui se passait avant dans les années 70 avec l'Algérie, à l'époque de Boumedienne, où à différentes reprises, effectivement, à l'époque, alors plus maintenant, mais où à l'époque, effectivement, le gouvernement algérien, à chaque fois, demandait
demandait des explications, convoquait lorsqu'il y avait un ressortissant algérien qui était tué et qui voilà. Et donc évidemment ce n'est plus, c'est un autre temps, autre mœurs. Et c'est vrai que le gouvernement chinois réagit et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce qu'après tout, bon, ils sont franco-chinois, donc ils sont aussi chinois, hein, et même pour le père peut-être qu'il était chinois complètement, je ne sais pas, au niveau de la nationalité. Alors simplement au niveau des faits, c'est assez intéressant de revenir là-dessus. Je suis tombé sur un site qui explique, bon, c'est un rapport d'un des témoins, une voisine, qui explique qu'il y avait eu un différend, pas avec la famille, hein, il y avait eu un différend avec le voisin du dessous, qui faisait pas mal de bruit, etc., et que effectivement le père qui déjà était soigné pour des troubles, etc., des troubles du comportement, simplement était allé demander au voisin de se calmer, et puis il l'avait fait avec les ciseaux à la main, avec ses ciseaux à découper le poisson à la main. Bon, ensuite il était remonté. Et là-dessus, ce sont donc les voisins qui ont appelé les policiers. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que les policiers arrivent et effectivement à aucun moment disent qu'ils sont de la police. Et ils ont immédiatement fait feu, apparemment, hein, selon les témoignages de la famille. Non, mais ça visiblement, il n'y a pas eu de tir de sommation. C'est établi. Voilà. Ils n'auraient pas dit. Aussitôt dès qu'ils ont vu la personne avec les ciseaux à découper le poisson. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 orphelins de plus aujourd'hui. Il a 5 enfants. Alors il y avait la fille, l'une des filles et la mère n'étaient pas à l'appartement. Voilà, c'est ça. 5 orphelins et une veuve. Et pour toute explication, c'est la police était en état de légitime défense. C'est-à-dire qu'on a le mensonge habituel. De toute évidence, c'est un mensonge parce qu'en plus les policiers avaient quand même des gilets pare-balles, et n'oublions pas que les gilets pare-balles, ça ne sert pas uniquement qu'à arrêter les balles. Je veux dire, avec un gilet pare-balles, je veux dire, avec une paire de ciseaux comme ça, même là, à moins de frapper. En tout cas, c'est une petite protection. C'est une protection. Et en tout cas, on ne voit pas du tout, on ne comprend pas qu'il y ait eu urgence à neutraliser cette personne, à le tuer. Et alors, c'est extrêmement grave parce qu'on est encore à nouveau dans le cycle habituel. Et concernant ce qui s'est passé hier, c'est que hier, donc, des personnes étaient présentes, notamment Amal Bentounsi, et comme elle était en périscope et donc on a assisté en direct, on a bien vu un manifestant qui était tout à fait pacifique, qui était en train de rouler sa banderole, se faire charger, et l'énorme ouverture qu'il avait sur l'arcade sourcilière avec le sang qui coulait, etc. Donc voilà, non seulement une personne a été tuée dans des circonstances extrêmement troubles, mais en plus, on matraque de la façon la plus sauvage des gens qui simplement demandent des explications. Cette affaire, Delphine, est évidemment relayée par les médias chinois. Certains d'entre eux sont d'ailleurs sans concession. Oui, les images venues. Alors, micro, s'il vous plaît, merci. C'est bon? Oui, non, s'il vous plaît. Alors, Delphine, non, il n'y a pas de micro. Alors, un autre micro. Je vais donc prendre le micro de mon camarade. Les images venues de France ont fait le tour des JT chinois. Sur Internet, les internautes se sont ultra mobilisés. Il y a une page sur laquelle un hashtag, un mot-clé a été lancé. Ressortissant chinois abattu par la police en France. Et bien, en quelques heures, plus de 360 000 connexions à cette page pour s'exprimer, pour faire part de son indignation. Et au vu des proportions, tu l'as dit, Abdelkrim, Pékin a réagi. Relais immédiat dans la presse. Pékin exige que Paris fasse la lumière sur cette affaire. Demande à l'ambassade d'activer un mécanisme d'intervention d'urgence. Et aujourd'hui, à la une du Global Times, c'est un quotidien chinois, une photo des manifestations parisiennes et puis un édito courroucé. Ça ne pourra en aucun cas être pardonné. Cette affaire, je cite, reflète les préjugés raciaux de la police française. Le quotidien voit dans l'attitude des forces de l'ordre de l'indifférence, de l'arrogance même, et ne loupe pas non plus la société française qu'il juge apathique, indifférent, sans émotion devant les témoignages de la famille de la victime, ignorée. Le tout est étoffé de l'analyse de Zeg Rudin, qui est un spécialiste de la politique française qui enseigne dans une université de Shanghai. Il dit: une tendance xénophobe est en train de frémir en France dans un contexte d'économie morose. Les politiciens de l'extrême droite ont beaucoup de partisans dans la police. Voilà, on voit bien que on ne mâche pas ces mots en Chine. Akli. Oui, c'est normal qu'ils mâchent pas leurs mots. Je pense qu'effectivement, Youssef rappelait un peu l'histoire et du temps où il y avait de la politique étrangère, de comment fonctionne la diplomatie. Et c'est légitime que la Chine ne laisse pas ses ressortissants se faire assassiner. Ils sont pas venus pour ça en France. Il y a d'ailleurs personne qui est venu ici pour mourir. Et donc effectivement, là, en l'occurrence, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Il y a une version qui nous est racontée, apparemment, donc,
Et les enfants, les enfants, ils n'ont pas de raison d'inventer l'histoire, puisque de se traumatiser. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, au-delà des 5 orphelins et de la veuve, il y a quand même des enfants qui viennent de vivre un traumatisme, qui, dans ce pays des libertés et des droits de l'homme, vont avoir un petit problème quand ils vont voir des gens en uniforme. Ça fait plusieurs fois qu'on est en train de le dire, et on le redit à chaque émission, je pense, et on le redit à chaque débat. La police est là pour nous protéger, pas pour assassiner ou pour faire les justiciers, quoi. Et donc effectivement, quand il dit qu'il y a aujourd'hui dans notre société, il y a aujourd'hui effectivement la parole qui s'est libérée, a créé aujourd'hui des difficultés et génère aujourd'hui des choses qui ne devraient pas des crimes. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Alors on peut après essayer de se justifier. En l'occurrence aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, et c'est souvent malheureusement des gens qui sont un peu bronzés ou qui n'ont pas la bonne couleur de peau, et je trouve que c'est comme le fait du hasard, beaucoup ces personnes qui sont victimes de ces bavures, et à un moment donné on peut pas toujours avoir, il y a quand même sur la population ça représente que 10%, on peut pas avoir sur 100 bavures policières 99 personnes voire 100% des gens qui ne font que 10% de la population française. Donc il y a bien aujourd'hui, il faut se le dire, un vrai problème de racisme structurel, qui pose problème dans le pays. Ahmed. Alors, sur cette histoire, il y a ce qui nous fait réagir, ce qui fait que cette histoire, on en entend un peu plus parler, c'est aussi la réaction des autorités chinoises. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un Tunisien qui s'était fait tuer par la police. Devant le commissariat du 18e, et pour lesquels des associations tunisiennes que je côtoie dans mes activités associatives avaient demandé que toute la lumière soit faite, puisque le profil de cette personne-là et les dernières notamment son papa était venu jusqu'à Paris pour dire moi je comprends pas du tout cette les dernières heures passées ont montré qu'il n'y avait pas réellement de radicalisation. Ça s'était tombé un peu. Alors, on va pas faire la défense de quelqu'un dont on le sait, mais là, on a demandé, enfin, du moins les associations tunisiennes de l'immigration en France ont demandé que la lumière soit faite. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été faite. Les associations tunisiennes, à l'époque, avaient interpeller les autorités tunisiennes pour qu'elles aient une démarche similaire à ce qu'ont fait les autorités chinoises, et ça montre une chose, ça montre que Dieu merci, les Algériens ont réagi avec cette vidéo de cette personne qui se prétend de l'OAS. Ça montre que aussi ces pays qui commercent avec la France, qui ont certains intérêts aussi, ils ont aussi vocation à demander des comptes lorsque l'un de leurs ressortissants en France, puisqu'il y a quand même pas mal de binationaux, est tué, ou lorsque l'un d'entre eux se voit affublé d'une histoire. Donc je pense qu'il y a une bonne leçon pour ça. Ensuite, sur la personne elle-même et ce qui lui arrive, tout a été dit. Je pense qu'on a parlé assez souvent de la violence policière et surtout de ce que subissent les minorités et de cette espèce de finalement de je m'en foutisme de la part de tout le monde. Donc on doit tous se regarder dans une glace. Je crois qu'à un moment, voilà, on s'est tous un peu, on a tous un peu défendu, ou on s'est tous concentrés sur ceux qui nous ressemblaient un peu. Donc aujourd'hui, bon, les Chinois, lorsqu'ils manifestaient l'été dernier, c'était le problème des Chinois. Lorsque quelqu'un était tué, voilà. Donc à mon avis, il y a des choses, il y a des convergences qui doivent naître un peu de tout ce qui se passe, et on ne doit pas laisser à chaque fois cette histoire au semblable de celui qui s'est fait tuer ou celui qui s'est fait matraquer. Bon, on n'aura pas le temps de parler de la colonisation israélienne, on le fera très certainement demain. Tout de suite, la question en or. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Atli, tu as gagné le quiz, qui veux-tu affronter? Alors, si je dis que je vais affronter Youssef Boussouma, les gens vont croire qu'il y a une connivence entre Youssef et moi. Donc je vais faire, je vais prendre connivence algérienne. On peut leur dire maintenant, Atli. Donc je vais prendre, je vais sauver la Tunisie, je vais prendre un Tunisien, je vais prendre Ahmed. Le pire se rapproche. C'est parti, Delphine. Bertrand Soubelet est un ancien général et il est le seul, je dis bien le seul soutien de Macron. À quoi? À faire quoi? Et le conseiller en ce qui concerne... Non. Non, pas les affaires de défense. Non, là, pour le coup, c'est... Il ne le conseille pas. Il ne le conseille plus. Il s'est retiré. Ah bah c'est bien. C'est ça. C'est ça ma question. Ah oui. C'est le seul qui abandonne Macron à cause de tous les ralliements, au contraire, qui viennent à lui. Ah.
Tu vois, t'as choisi le mauvais gars. Il m'a dit, t'as quoi sur le photo. Non, mais parce que j'ai laissé, j'ai écouté. Tu l'as laissé. J'ai dit que je voulais soutenir la Tunisie. C'est un enseignement que tu devrais tirer pour les prochaines présidentielles. Bah oui, non, mais je tire pas d'enseignement. Ne jamais rompre avec ses anciennes allégeances. 2 points pour toi, Akli, 1 point pour Ahmed. Il veut plus s'arrêter. Merci à tous de nous avoir suivis. Ceux qui clashent l'actu vous salue. À demain. Retrouvez les informés en podcast sur beurrefm.net.